Ah! Ah, toi, je savais que je pouvais compter sur toi, super. Ah, t'es beau, t'es fort, c'est bien. Ah bah toi, je croyais que ça allait être mieux. Tu es un petit peu déçu là. Arrête, non. Oh bah non, non. Oh bah non, toi, non. Toi, t'es complètement inadapté. Bah non, ça va pas, t'es inadapté. Ah, bonjour. Ah, vous êtes là? Ça va? Ben oui, parce que il est comme moi, lui, il est inadapté. Parce que moi, en fait, je suis un inadapté social. J'ai toujours refusé de travailler pour la bourgeoisie affairiste. Alors, c'est pour ça que je fais du pain, en fait. Parce que c'était pas un élevage de fourmis ni de vers à soie. En fait, je fais un levain. Et il y en a qui font leur beurre. Moi, je fais du pain. Alors, vous en avez tous acheté, j'en ai mangé, on en mange toujours. Ça, c'est le pain qu'on trouve dans nos boulangeries. C'est le pain qui est fait en mode capitaliste. Alors le mode capitaliste, c'est l'efficacité, c'est la rapidité et c'est la rentabilité. Alors, vous voyez, si je casse le pain, le pain, votre farine là, elle est toute blanche. Et la farine blanche comme ça, c'est pas bon. Parce que ça fait monter le sucre, vite fait. C'est très sucré. Une baguette de 180 grammes, c'est comme si vous aviez allié 7 morceaux de sucre. C'est pas trop bon, ça. Et puis alors, il y a deux autres choses. C'est que le mode capitaliste, faut que ça soit rapide. Donc le pain, chambre de pouce, il est chambre de pouce. Hop, on arrive vers le four, on l'enfourne dans le four, il monte, on le sort du four, et la boulangère charmante, avec le roulage à lèvres qui a un petit peu dépassé, vous le vend immédiatement. Alors vous l'achetez à 9h, à midi il est à peu près mangeable, à 4h pour les enfants, il faut déjà un bon couteau, et puis à 10-11h le soir, si vous avez un cambrioleur, vous pouvez vous en servir comme matraque, parce qu'il a bien il a bien durci. Et donc vous en rachetez. Et puis le pain, il est léger en fait. Vous avez vu, regardez ce qu'ils nous vendent. Il y a plein de trous en fait. C'est de l'air. Ils vous vendent du vent. Alors, je sais pas si ça vous est arrivé ça, mais des fois quand vous mangez le pain comme ça, le pain fait à la mode capitaliste, ça, vous avez l'impression de... C'est gonflé quoi. Ça vous est jamais arrivé ça? Non, si. Ça, c'est le gluten. Le gluten, en fait, on dit qu'on est allergique au gluten, mais c'est pas ça. C'est que, comme il a poussé très vite, la levure, elle n'a pas le temps de casser la molécule de gluten pour la rendre digeste. Et c'est pour ça que, vous avez un gros ventre, quoi. Enfin, pas que ça, mais. Et donc, voilà. Alors, moi, je fais pas ce genre de pain. Non. Moi, je fais du pain rural. Du pain paysan. Alors, c'est un pain, on va faire l'éloge de la lenteur, en fait. Et l'éloge de la lenteur, c'est-à-dire qu'on va maîtriser une technique, on va avoir la technicité de la maîtrise pour pouvoir avoir un travail très abouti, en fait. Et donc, le pain, il va prendre le temps et tout ça. Et dedans, pour casser cette fameuse molécule de gluten qui vous rend pas joli sur les plages, il y a un secret. C'est Raon. Ah oui, il faut que je vous présente Raon. En fait, petit, j'étais abonné à Pif Gadget. Et je disais beaucoup Raon, parce que Raon, c'était un mec, il était super costaud, il éventrait des ours avec ses dents et tout. Et ouais, il était balèze. Et donc, mon levain, là, ça fait 4 ans et demi que je l'ai fait. Et alors lui, je peux vous dire qu'il est costaud. Alors, le levain, donc, on va le mélanger à la pâte molle de la farine et de l'eau, et du sel, et en fait, il va se mettre en révolution avec. Et donc, pour créer ce levain, il va falloir une souche. Il va falloir que vous démarriez une souche. Alors, pour démarrer une souche, on en prend 3 en général, parce qu'il y en a toujours un qui marche pas, qui est inadapté. Et vous prenez, au départ, 20 grammes de farine, 20 grammes d'eau et 5 grammes de miel. Ça, c'est la première fois que vous allez faire ça. Vous allez mélanger, vous allez obtenir un petit agglomérat. Et là, vous allez le laisser reposer une journée. Et ce qui va se passer, c'est que c'est magique, c'est la vie, le pain, c'est la vie. Et si vous voulez, les bactéries vont commencer à faire une force d'action qui va alimenter votre levain.
Mais par contre, il va falloir le chérir, votre levain. Il va falloir l'entretenir. Il va falloir l'aimer. Il va falloir le cajoler. Et pour ça, pendant 2 jours, vous allez doubler les rations. C'est-à-dire, vous allez mettre 20 grammes. On a mis 20 grammes la première journée, 40 grammes la deuxième et 60 grammes le 3e jour. Et après, votre levain, vous regardez, vous l'observez. Et vous voyez celui qui pétille le plus. Celui qui bulle le plus. Et là, celui qui bulle le plus, c'est celui-là qu'il faut prendre. Et celui-là, vous allez le nourrir tous les 2 jours. Vous allez remettre de la farine et remettre de l'eau. Vous allez entretenir la force d'action qui va permettre d'entrer à la pâte en révolution. Alors, il va vous falloir presque une journée pour le faire. On va faire des étapes, vous allez voir, je vais vous expliquer. Mais par contre, on va le cajoler, ce pain, et il va vous donner une récompense superbe, quoi. Il va être bon, il va être savoureux. Vous allez pouvoir le rompre, vous allez pouvoir le partager. Le pain, ça se partage. C'est la nourriture du peuple. C'est la nourriture qui a nourri des tas de générations. On le partage depuis, pas depuis hier. Le premier, je crois que c'était un barbu, un petit comité, devait être 12. Et ils ont partagé le pain. Et donc, c'est un pain savoureux, quoi. Voilà. Alors, le levain, il est vachement important, en fait, parce que le levain, il va faire quelque chose que moi, j'arrive pas toujours à faire. Il va le faire mieux que moi, d'ailleurs. Il va rentrer en relation avec la pâte. Ben oui, parce que moi j'ai un problème quand je rentre en relation avec quelqu'un. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais vous rencontrez quelqu'un, vous parlez avec lui, on parle du foot, on parle de trucs, on parle de n'importe quoi. Et pendant un moment, je sais pas, on doit être estampillé sur quelque chose. Et le type vous dit mais qu'est-ce que tu fais toi dans la vie? C'est quoi ton métier? Alors moi, je suis drôlement emmerdé là, parce que je dis, moi, j'en ai pas de métier, en fait. Ou plutôt, j'en ai 100, moi, des métiers, parce que j'ai un gros problème, en fait, depuis petit. Je ne supporte pas, je déteste la classe dominante, je ne supporte pas le patronat, encore moins les chefs haillons. Et donc, quand vous êtes comme ça dans ce monde-là, vous vous faites virer de partout, quoi. En plus, j'ai fait que des boulots précaires, tout ça. Et donc, moi, en fait, j'ai alterné boulot, chômage, RSA, chômage, RSA, boulot, chômage, RSA. En fait, moi, je suis un intermittent, mais je suis un intermittent du boulot. Alors là, le type, il comprend plus, et puis, soit il fait ah bon, et puis il s'en va. Voilà, j'ai vraiment un problème de relation. Parce que moi, en fait, faut vraiment que je vous dise, en fait, qu'on soit tout de suite d'accord. Moi, je suis viscéralement de gauche. Je suis violemment de gauche, avec un parti pris très déterminé, en fait. Moi, je suis du côté de ceux qui n'y arrivent pas. Je suis du côté de ceux-là. Je les aime bien, c'est mes potes. Et c'est vrai que pour ceux qui n'y arrivent pas, vers 1845, à la révolution industrielle, quand le capitalisme vraiment s'impose, et qu'il y a un petit groupe de boutiquiers, quoi, qui sont des tisserands, des marchands de ferraille, ils vont comprendre une chose vite fait, c'est qu'en fait, ils vont faire travailler les autres pour gagner de l'argent. Mais pour ceux qui n'y arrivent pas, les plus faibles, ceux qui n'ont que leur force de travail à offrir à ces gens-là, ils vont prendre cher. Ah ouais, ils prennent très cher. Parce qu'en fait, ils travaillent 12, 14 heures par jour, ils n'ont aucune sécurité. L'analphabétisme, c'est la règle, l'accident, la loi, la misère, évidemment. Leurs enfants et au boulot, ils sont au boulot depuis qu'ils sont petits, quand ils se tiennent sur leurs jambes. Il faut savoir quand même qu'un enfant sur 2 meurt avant l'âge de 6 ans. Et que la moyenne d'âge des prolétaires, vers 1850, ne dépasse pas 30 ans. Et à côté de ça, la classe de boutiquiers, elle s'engraisse, elle mange du canard, tout va bien. Et les autres crèvent de faim, quoi. Alors là, ça sent la justice à fond, et les opprimés, les damnés de la terre, ils vont commencer à se révolter. Et là, il va y avoir un groupe d'hommes qu'on va appeler les anarchistes. Les grands penseurs, on va pas rentrer dans le détail, c'est Bakounine et puis à peu près, disons, Proudhon. Et ces gens-là, ils vont dire non, on va cesser d'accepter ce qui nous a servi au rang d'animaux. Et on va commencer à faire un levain révolutionnaire. Comme mon levain là qui va rentrer dans la pâte là pour la faire évoluer, pour la faire bouger, eux ils vont commencer à diffuser des idées. Et le 23 septembre 1864, ils vont commencer à créer la première AIT, c'est-à-dire l'Internationale. Bakounine va répandre les idées anarchistes et il va se passer une chose importante, c'est qu'il va y avoir la Commune. Et la Commune, c'était formidable. Les ouvriers ont cassé l'État
et ils ont mis en place une société qu'ils avaient imaginée, sans État, gérée par eux-mêmes. Ça va durer 73 jours. Les Versaillais, la classe bourgeoise, va les massacrer. Ils ont tué, les chiffres officiels c'est 18 000, mais c'est plus près de 25 ou 28 000. Et ils sont arrêtés de tuer dans la semaine sanglante le 28 mars, parce que les fusils chasse-peau étaient enrayés, enfin ça marchait plus bien, et les égouts surtout dégueulaient de sang, quoi. Donc les anarchistes vont se dire, mais attends, si la violence de l'État est capable de nous massacrer, ben nous, on va être un petit peu plus violents. Et on va commencer à mettre des bombes, c'est la propagande de fait. Puis ils vont voir que c'est pas terrible, et en 1880, ils vont revenir du côté des ouvriers, quoi. Et ils vont créer l'anarcho-syndicalisme. L'anarcho-syndicalisme avec, à Limoges, en 1885, le 24 septembre, je crois, 1885, ils vont créer la CGT. Et là, le mot d'ordre, là, ça va pas être de dialoguer avec ceux qui les oppriment et qui les exploitent. Ça va être la grève générale, ça va être le sabotage. D'ailleurs, on disait que les ouvriers, quand ils voulaient rentrer en grève, ils prenaient leurs sabots et ils le balançaient dans les premières machines. Et donc, ça cassait les machines. Le mot sabotage vient d'ici, vient de là. Et donc, ils vont vraiment se coaguler pour créer vraiment une force de pression, quoi. Mais ça ne sera pas dialoguer, ça ne sera pas être gentil. Ça sera vraiment une force révolutionnaire, en fait. Et ça va continuer tout le long du XXe siècle, et ils vont obtenir des grandes victoires dont nous jouissons encore aujourd'hui, jusqu'à peu près dans les années 70, quoi. Et puis dans les années 70, à partir des années 70, on ne sait pas trop ce qui se passe. Là, il y a plus, on n'arrête pas d'être défait, on n'arrive plus à avoir grand-chose. Il y a un voile de nuit qui tombe sur nos luttes, les luttes qui ont été acharnées. Les luttes que, pour arracher tout ça, ils ont payé de leur sang, quoi. Et c'est devenu comme un levain faible, c'est-à-dire il n'y a plus de bactéries, il n'y a plus rien. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la bourgeoisie n'arrête pas de nous enlever des acquis? Et pourquoi on n'arrive plus à se mettre vraiment en face d'une case de privilégiés, finalement, qui refusent toute entrave à la liberté de leur pulsion, quoi. Bah, je crois que, je sais pas, mais ça mérite peut-être qu'on y réfléchisse un petit peu. Et puis, bah, moi, c'est ce que je vous propose de faire ensemble. Enfin, si vous êtes d'accord. Hein. Ouais. Vous êtes d'accord? Ouais, bah, alors, on y va. Alors, déjà, on va parler du pain. Alors, le pain, je vous ai dit que c'était en plusieurs étapes. La première étape, c'est le phrasage. Alors, le phrasage, on va prendre de la farine, on va prendre de l'eau et on va prendre du sel. Le sel, c'est rien, c'est 5% du sel. Mais le sel, si vous mettez pas le sel, eh ben, votre pain, il se tient pas, en fait. Le pain sans sel, si vous en avez déjà dégusté, enfin, j'appelle pas ça déguster, eh ben, en fait, il se tient pas. Alors, le sel, par contre, ne doit jamais être en contact avec Raon. Raon ne supporte pas le sel. Donc, il va falloir que vous pesiez le sel, que vous le mettiez tout de suite dans votre petite jatte. Vous mettez la farine, 350 grammes de farine, et 150 grammes d'eau, et vous allez faire le phrasage avec votre petite main ou votre grosse main, ça dépend quand vous êtes équipé, et ben vous commencez à remuer, tout simplement. Vous remuez et vous laissez comme ça. Faut que ça dure 1 minute. Mais si vous laissez cette pâte comme ça, elle va être comme la pâte molle, elle va jamais se défendre, elle va jamais lever, quoi. Et votre pain, ça va être un pain plat, sans saveur, sans rien. Alors il va falloir mettre, bien, il y en a une qui suit, c'est bien. Donc il va falloir mettre en dedans. Vous mettez 50 grammes de levain dedans, et le levain, vous le mélangez avec jusqu'à temps qu'il s'incorpore à la pâte. C'est tout ce que vous faites pour l'instant. Et surtout ne pas oublier le torchon que vous allez mouiller pour éviter que votre que votre pâton sèche. Et là, vous allez voir, tous les éléments sont en mélange, comme dans une société, et ça va commencer à agir tranquillement. Donc, on va le boucher, et on va attendre 2 heures. Alors, bon, en attendant 2 heures, on va accélérer. Mais disons que moi, je vais déjà, il faut déjà que je vous parle un peu de moi. Ben oui, hein. D'où parles-tu, camarade?
Alors moi je m'appelle Eric et je suis né en 1968 après la Révolution ratée et donc je suis né moi dans la Nièvre, le cœur de la France. Vous vous situez un peu Nevers, oui, Château-Chinon, Mitterrand, voilà. Donc là moi je suis là. Donc moi je nais ici et je nais dans une famille. Mes grands-parents sont très pauvres, c'est des journaliers agricoles en fait, qui se font exploiter par la grosse agriculture nivernaise en fait. Et mes parents, eux, sont un peu de la classe moyenne qui commence à s'élever. Ils sont nés en 47, ils m'ont eu le bonheur, et donc ils sont élevés. Ma mère travaille au Crédit Agricole et mon père, il travaille à la MAF dans une compagnie d'assurance. Puis un peu après, il a pris un bar, 10 ans dans le petit patelin où on est à Sabenin. Alors moi j'étais gamin là, et donc j'ai entendu de l'alcoolisme, enfin, j'ai entendu les alcooliques parler, puis du socialisme, parce qu'on était tous socialistes. C'est pour vous dire qu'en disant des conneries, j'en ai entendu quand même. Et donc, voilà. Alors moi par contre, mes parents, ils me laissent à mes grands-parents, parce que mes grands-parents sont en retraite, et moi je suis un petit sauvageon en fait. J'adore, enfin, je suis vraiment dans la nature, on habite à côté d'un bois, je passe mon temps à courir partout, à monter dans les arbres. Et puis je suis mon idole qui est mon grand-père en fait. Mon grand-père, c'est un homme il y a un jardin qui fait 1000 mètres carrés, il y a des légumes, il y a tout ça, il y a des poules, il y a des lapins, il fait du vin, enfin c'est vraiment le pied quoi. Et moi je suis libre. On me donne déjà cette fameuse liberté quoi. J'ai cette liberté qui va plus me quitter en fait. Et donc, moi je suis heureux, hein, je goûte le vin quand il commence à être un petit peu plus vin, plus jus de fruits, ça s'appelle du bourru, pas trop en boire. Et ce que j'aime, c'est aller au bois, parce qu'on fait du bois de chauffage évidemment. Et donc, le bois de chauffage, c'est important parce que. Et ce que j'aime dans le bois, c'est le travail abouti, quoi. Et ça, j'aime le faire, ça, parce qu'en fait, c'est un travail qu'on suit de A à Z. On emmène des harengs, on fait du feu. Voilà. On abat les arbres, alors ça me plaît parce que les arbres, ça fait un fracas terrible. Et puis j'ai une petite hache, je m'amuse, tout ça, et tout. Et moi je crois que toute la vie va être comme ça. Moi je crois que toute la vie va être comme ça parce qu'en fait, on m'avait dit, on est dans une société où tu vas voir, on est libre, on n'est pas en guerre, on peut s'épanouir. Et ça va être super, quoi, pour toi, tu vas voir. Et puis après, il y a l'entreprise. L'entreprise, ça va te permettre de gagner de l'argent. Ça va te permettre, c'est un lieu où on peut s'émanciper, l'entreprise. L'entreprise, un lieu où on permet de s'émanciper. Ben non. Ah non. Moi, l'entreprise, j'ai vu de la domination, j'ai vu de l'exploitation, j'ai vu de l'aliénation, j'ai vu de la compétition, j'ai vu de la méchanceté. Mais je suis désolé, hein. J'ai rien vu de ce qu'on m'avait vendu, moi. Donc, non. Pour moi, l'entreprise, c'est plutôt une prison, c'est plutôt l'enfer, quoi. Et donc, alors dans cette enfance heureuse, moi, je gambade et puis il faut que j'aille à l'école, quoi, comme tout le monde. Alors à l'école, je me suis ennuyé à l'école, mais je crois que... je sais pas si on peut s'ennuyer dans un lieu plus que l'école. Enfin, en tout cas, pour moi, ça a été ça. Parce que c'était l'école de Jules Ferry, donc l'école des bourgeois, hein, celle qui vous permet de trier sa main-d'œuvre, et puis celle qui garde les prolos, en fait, et puis qui apprend aux prolos à se résigner. Hein. Alors, jusqu'en primaire, je suis pas trop mauvais élève. Hein. Moi, je suis pas trop courageux non plus, mais enfin, bon, j'arrive, je lis, écris, enfin, bon, ça va bien, quoi. Et puis après, j'arrive au collège. Alors là, ça se gâte au collège. Parce que le problème du collège, c'est qu'on m'apporte des réponses à des questions que je me pose pas, en fait. Pas... alors, attends, faut que je vous dise, attendez, vous allez rigoler, enfin, moi non à l'époque, mais... où j'habite, Sabanadazi, 1347 habitants. C'est pas un collège, c'est un GOD. On est 2 dans la France, faut dire que j'ai pas de peau déjà. Hein. Donc on a 6e, 5e seulement. Après, il faut aller à Infy, 14 km pour aller 4e, 3e. Bon, après, ça va se développer. Le collège, mais il est laid, il est... Alors, c'est les préfabriqués des années 70. Hein. Donc, ils les ont mis sur des plots de béton, quoi. Alors, les machins, ils sont bancals, les portes ferment pas, enfin, on caille là-dedans. On se chauffe au bois. Alors, il y a une corvée de bois, faut qu'on rentre le bois pour se chauffer. Enfin, bref, on nous apprend déjà bien. Et puis, surtout, des profs, ils sont tous dépressifs, quoi. Ils ont aucune passion. Alors que moi, oui, bon, ça va, les gars. Oh, c'est encore lui, là. Et puis alors,
On passe une semaine sur les vases étrusques. Mais j'ai 12 ans, moi. Je cours dans le bois, je fends du bois, on me parle des vases étrusques. Je vous jure, moi, vous m'amenez un vase étrusque, je le fracasse contre le mur, j'en peux plus, moi, des vases étrusques. Faut arrêter, les vases étrusques. Après, on me parle de Cléopâtre. Alors, Cléopâtre, la fille, elle est une fille moderne, déjà, l'autre. Elle a 2 mecs, je sais pas ce qu'elle fait, elle se suicide avec un serpent. Elle peut pas se foutre par la fenêtre, comme les mecs des PTT. Alors, mettez-vous à la place du serpent, il a ni tête, ni bras, lui. Bon, il est contre un saint, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il l'a mort! Merde, chier. Ah mais c'est vrai, attends, Cléopâtre. Alors après, ouais, les Égyptiens, alors il y avait le mec avec le... Moi je croyais qu'il chopait des moutons avec sa canne déjà. Et il était comme ça avec son grand chapeau, alors il a des grands projets, le pharaon, il fait des pyramides. Et moi, comme un con, je suis en 6e, je dis ouais, mais d'abord, attendez, les pyramides, c'est pour lui que les fait, c'est les autres gars qui traînent avec les rondins, les pavasses. Hein. On me dit, on ne demande pas de comprendre, on ne demande pas de comprendre, on demande d'admettre. Ah bah déjà, il faut pas me le dire, ça. Admettre sans comprendre, ou comprendre sans admettre. Et puis j'ai mon copain, Dominique Pinsat. C'est un copain, on a un petit business de corbeaux. Enfin, donc je veux dire, non, parce qu'on aime bien aller au nid, donc on monte dans les arbres, on déniche les corbeaux, on prend des petits corbeaux, on les élève, et on les revend 5 francs à l'époque à des gens qui voulaient... Ça s'élève bien un corbeau. Hein. Moi j'en avais 2, Jackie et Robert, et il y en a un qui était bouffé par le chat, mais l'autre il a bien vécu. Et donc on fait ça, et Dominique il est gentil, il est roux, et j'aime bien ce mec-là parce qu'il n'y arrive pas lui. Mais bon, moi je fous rien, mais lui il essaye vraiment. Et il y arrive pas le mec, c'est pas de sa faute. Moi des fois, je lui fais réciter les leçons dans le car, quoi. Je dis mais tu comprends rien, il te laisse tomber. Et il essaye. Non mais il essaye. Alors le pauvre gamin, il se met du côté du radiateur et puis il est comme ça quoi. Et puis alors donc il dit bon ça va me tomber dessus c'est sûr parce que ça tombe tout le temps sur les mecs qui arrivent pas. Ça va me tomber dessus c'est sûr. Alors l'autre il arrive avec son petit cartable, il a une barbe comme ça, il a un truc avec des franges, on dirait il manque plus que la guitare et puis le pétard et il dit alors Napoléon il a débarqué à Golfe-Juan, on allait se faire torcher à Waterloo. En quelle date? Qui le sait? Dominique? Et l'autre, ah, ça y est. Je dis, oui, bon, c'est bon, Dominique, allez, tiens, je vais te mettre 2 parce que tu as une feuille quand même. L'école, bah, c'est une machine à humilier les pauvres, en fait. Puis moi, à l'école, on me disait, on me notait, on me classait, on me demandait de réussir. Il faut que tu réussisses, Eric. T'as pas de projet? Bah, si, j'ai des projets. Moi, je vais m'acheter une paire de Nike, enfin bref. Et donc, il faut que tu réussisses, Eric, réussir. Mais réussir. Réussir pourquoi? Ça sert à quoi de réussir? Bon, évidemment, on va gagner de l'argent, on va s'acheter une grosse voiture, on va avoir un téléphone. Mais ça sert à quoi de réussir pour devenir le gardien des inégalités? La vraie question, c'est comment on redistribue. Enfin, je sais pas. C'est comment on fait société ensemble. Et ça sert à quoi de réussir pour suivre un programme scolaire qui va couronner de diplômes pour conforter une caste de privilégiés? Réussir. Mais réussir, pour réussir, il faut se conformer alors. Réussir, c'est se conformer. Mais bon, à l'école des bourgeois, on ne se pose pas ce genre de questions, quoi. Alors, je vais très vite décrocher de l'école. Je vais être ce qu'on appelle en décrochage scolaire. 2 de moyenne, 1,5 quand je suis en forme. Mes parents, quand ils reçoivent les bulletins de notes, je dis c'est pas possible, ils se sont convertis. C'est le mur des lamentations, on n'en est pas vu. Enfin voilà. Donc décrochage scolaire, j'arrive aux portes du bac, mais là je fais n'importe quoi. On roule avec des bagnoles sans permis, enfin je vire mal quoi. Et un jour mes parents me disent bon bah écoute Eric c'est bon, hein, tu fais le con, tu vas aller au boulot mon vieux, hein, et puis c'est tout. Hein. Et alors là, le 5 octobre 1987, je viens d'avoir le permis et je suis dans une petite visa que ma mère m'a prêtée et je vais à 120 km de chez moi pour rentrer dans une société qui s'appelle la SAVAC, c'est pas la police secrète du chat, hein, c'est la société de vidange anonyme et d'assainissement. En contrepartie, je vais nettoyer des égouts et pomper des fosses à merde. Et donc, moi j'arrive là... Et mon premier contact avec, si vous voulez, avec le monde du travail, c'est violent parce que c'est déjà la violence qui est faite au corps. J'ai 19 ans, je suis en pleine forme, je suis assez sportif, je suis moins gros que maintenant, et je suis jamais fatigué. Mais là, le soir, quand j'ai fini, j'ai qu'une envie, c'est de me foutre dans un pieu et dormir, quoi. En plus, j'arrive avec des mecs qui ont 45 ans et dans leurs yeux, il n'y a plus rien. Ils sont vidés.
Déjà, le premier jour, on part en camion, on accroche une Fiat Panda, avec une espèce de folle avec les cheveux blonds qui sort et qui nous insulte. Je comprenais pas ce qui m'arrivait, moi. Alors, le travail, ça consiste à vider des fosses septiques. Je vais éviter les détails trop crus. Et donc, pour ça, vous avez des gros tuyaux qui font 130 de long, que vous devez accrocher, ils font 3 mètres de long, que vous devez accrocher avec des clés. Et donc, ça rip, c'est assez dangereux. Et bien sûr, il y a des fois, il faut en enquiller 10, 20, 30, que vous soulevez comme ça. Après, vous plongez ce tuyau dans la fosse septique, et il y a une pompe à vide au cul du camion qui aspire et qui vous fait passer tout ça tranquille. Alors, quand ça se passe bien, mais quand ça se passe mal, ça se passe très mal, parce que le tuyau, il colle, et là, il faut une force phénoménale, et c'est ça qui fatigue beaucoup, pour le soulever, pour qu'il puisse réaspirer les choses assez agréables. Voilà. Donc moi, au départ, je vomis, comme tout le monde. Donc je me déjeune pas le matin parce que je sais que je vais vomir. Puis après, on s'habitue. Et puis alors, la visite des égouts. Alors, on essayait de visiter. C'est là que j'ai appris le morse. Donc, on visite des égouts. Donc, on est comme ça dans l'égout pour voir si ça coule bien, si les eaux usées coulent. Et un coup de baramine, c'est ça marche. 2 coups, si ça marche pas. C'est comme ça que j'ai appris le morse. Et dans les égouts, il y a des petites bêtes que j'aime pas, moi, qui me révulsent un peu. En fait, c'est les rats, quoi. Donc les rats, ils vous passent entre les jambes, ils vous sautent comme ça, tchac, sur le truc. Enfin, c'est pas terrible, quoi. Je vais pas rester très longtemps, ils vont me faire laver des camions, en fait, enfin bref. Et bon, je vais partir, je vais dire, ça sera peut-être mieux ailleurs, on sait pas. Alors moi, comme j'ai pas de diplôme, et puis comme je suis jeune et pas d'expérience, je trouve un boulot dans une usine où on fait des meubles. Alors, l'usine où on fait des meubles, c'est ça. Vous voyez, ça c'est vraiment le type de meubles qu'on fait industriel. C'est des meubles de bureau en fait. Donc ça c'est de l'aggloméré. Donc c'est encore une fois un système capitaliste. Ça veut dire que là, c'est de la poudre de bois qui est pressée en fait. Et moi, ma mission, si vous l'acceptez, c'était de mettre des champs. C'est-à-dire ça, vous voyez. Donc c'est une petite bande comme ça, et que l'on colle avec de la colle ici. Pour ça, vous avez une machine. Alors le boulot, ça consiste... Donc, je change de côté. Tout ça pendant 8 heures. Ah, j'oubliais aussi, des fois, ça faisait... on était content, ça marchait plus. Et donc, dans ce boulot, moi, je suis complètement anéanti, quoi. J'ai l'impression de m'abêtir. J'ai l'impression que ça sert à rien. J'en vois pas du tout la finalité, quoi. Et là, en fait, on est vraiment dans le travail capitaliste. Le travail capitaliste, c'est de considérer que le salaire, pratiquer le salaire comme une récompense. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, pour les capitalistes, le travail c'est chiant, c'est pénible. Donc, en récompense du travail pénible que je te demande de faire, je vais te filer du pouvoir d'achat. Je vais te filer du pouvoir d'achat, comme ça tu vas pouvoir t'acheter ton petit téléphone, ta petite voiture, tu vas faire un emprunt dessus. Quand tu vas pouvoir la revendre, elle sera foutue. Et voilà, donc c'est vraiment ta récompense, comme on file à un chien, comme on file une gamelle à un chien, quoi. Mais ça veut dire en fait que on décide de rien. Je décide pas. Je suis complètement dépossédé de la finalité de mon travail. Et le capitaliste dit, mais ça c'est la valeur travail. C'est la valeur travail. C'est la récompense. La valeur travail, c'est le travail salarié exploité. Restaurer la valeur travail pour le capitaliste, c'est de faire croire aux ouvriers qu'il faut qu'ils travaillent le plus possible, en étant payés le moins possible, et puis surtout en revendiquant le moins possible. Oui, notre monsieur, oui, notre bon maître, comme disaient les... Puis un jour, ça va durer 2 ans, 2 ans et demi, et puis moi, il y a un moment, je peux plus, quoi, parce qu'en fait, je peux même plus aller au réfectoire, je suis de journée, parce que je faisais les postes, et je suis de journée, et je veux plus aller au réfectoire, je peux plus le voir, et je prends ma voiture, je travaille à côté du circuit de Manicourt, l'usine elle était à côté du circuit de Manicourt, et je pars dans la Pampa, et je mange mon sandwich avec ma 205 Junior, acheté d'occasion. Et donc je suis dans la nature, assis contre l'aile, et je mange un jambon beurre peut-être, je sais plus.
Et puis j'entends les motos, je sais plus ce que c'est, à Manicourt, qui ouin, ouin. Et puis dans l'usine, c'est un universal, il y a de la poussière, il y a du bruit, il y a tout ça. Là, on est au mois d'avril, il fait beau. Et puis j'entends les oiseaux, j'entends la nature, quoi. Et je lève la tête comme ça, je suis en train de bouffer, et je vois... et là, je sais pas pourquoi, mais ça vous est peut-être arrivé, mais dans votre esprit, il y a des images qui arrivent en cascade. Et je vois les images de mon enfance, quoi. Je me revois petit, tout ça. Ça passe plus. Ça passe plus, je peux plus, quoi. Je dis, putain, il faut que j'y retourne dans 3 quarts d'heure. Non, je peux plus. Et je suis inquiet parce qu'en fait, putain, j'ai 23 ans, là, je suis en pleine force, quoi. Je fais du bois, je fais plein de trucs. Et j'ai les jambes en coton, j'ai plus de force. Et j'ai 34 721 francs sur un livret A. Ma bagnole pour en fumier, là, elle vaut peut-être 10 000 balles. J'ai mes papiers sur moi. Je déchire les papiers. Je monte dans la caisse. Je trace la route. Je vais arriver quelque part, c'est sûr. Dans un port, je vends la bagnole et je me barre. J'en étais là. J'en étais là. Il y a un truc qui me retient de faire ça. C'est ma grand-mère. Non, je peux pas. Je peux pas, ça lui ferait... Non. Je jette le sandwich, je remonte dans la bagnole et je retourne au boulot. Pas longtemps. Pas longtemps parce que vous avez sûrement eu affaire à des petits chefaillons, je sais pas. Le chefaillon, c'est le mec qui est né dans le caniveau et puis qui veut réussir. Alors lui, il va devenir plus royaliste que le roi. Et pour être reconnu des supérieurs, il va faire appliquer le règlement plus dur. Et moi, le boulot, là, ça me... Et donc, j'avais oublié de changer les couteaux de la machine. Ce qui fait qu'ils avaient écaillé une palette entière de cette merde-là. C'est-à-dire que si les couteaux n'étaient pas changés, ça faisait des gros traits. Et le type l'avait pas vu qui était avant moi. Mais comme le chef, on s'était déjà un petit peu engueulé ensemble, c'est à moi qu'il a... T'as vu ce que t'as fait? Hein? Mais j'en ai marre de toi, putain. T'es vraiment un branleur, mon pauvre vieux. Tu fais le malin, là, mais t'es même pas foutu de changer les couteaux. Non, mais franchement, mais tu te prends pour qui? Et là, ben la violence, elle s'est... Comme un éclair en été, quoi. Et là, il m'est arrivé un drôle de truc, c'est que j'avais envie de tuer, quoi. J'avais envie de le détruire. Et je vais vraiment être inquiété après pour ça. Et viré sur le champ. Tout s'arrête là. Et là, je vais vivre une autre expérience qui va être en fait la fameuse grande institution qu'on appelait à l'époque ANPE. Donc, avec nous, plus d'espoir. Alors, donc, notre pain, il faut quand même qu'on vienne à notre pain, parce que là, notre pain, ben, en fait, là, on va faire la deuxième étape. Vous voyez, enfin, je vous demande un petit effort d'imagination, hein, parce que donc la deuxième étape, c'est quoi? C'est que le réseau commence à se constituer. On a une pâte qui commence un peu à prendre forme, mais évidemment, ça suffit pas. Elle a encore pas la force et la constante pour pouvoir être docile et puis pouvoir faire vraiment du pain qui va être savoureux. Donc, on va passer au pétrissage. Alors, ce qu'on va faire, tout simplement. Alors là, c'est un geste auguste. Moi, j'en ai loupé 10, hein, des pains. Parce que si vous le pétrissez trop, ben, il s'aplatit et puis vous avez une galette, c'est un étouffe chrétien. Il faut beaucoup de vin pour le faire passer. Ou alors, ben, si vous le réussissez pas, c'est pareil, bon, ça marchera pas, quoi. Donc, en fait, c'est un geste auguste. C'est un geste qui demande un savoir-faire, une expérience. Il faut sentir les choses. Donc, vous allez prendre votre pâte, vous allez la tirer comme ça, et vous allez la rabattre, tout simplement. Mais doucement. Hein. Tirer, rabattre. Tirer, rabattre. Et puis au bout d'un moment, vous allez acquérir l'expérience du travail abouti, la technique en fait, qui va avec les doigts, avec la vue, avec vos sens en fait. Donc ça, c'est un travail vivant, contrairement au travail capitaliste qui lui est un travail mort. Et ben vous allez en fait voir que votre pétrissage, ça suffit. Point trop s'en faut. Qui embrasse trop mal les trains et qui va vite va pas loin. Donc là, eh ben vous prenez votre chiffon et vous allez encore laisser ça 2 heures. Ça fait déjà 4 heures. Alors, ben moi, donc moi je vais me retrouver
à Pôle emploi, quoi, en fait. Hein. Donc, à Pôle emploi, vous avez... Alors, je sais pas si c'est arrivé, hélas, à certains d'entre vous, mais... alors, moi, des gens m'avaient dit, « Oh là là, mais tu vas être au chômage. » Mais les gens qui sont au chômage, mais c'est des marginaux, quoi. Les mecs, ils sont complètement à la rue, on peut plus... enfin, ils dépriment, ils sont au bord du suicide. Moi, pas du tout. Hein. Moi, pas du tout. Hein. Moi, j'étais libéré. Hein. Mais par contre, j'étais fatigué. Et puis, j'étais fatigué, et puis je commençais à dire, mais en fait... parce qu'il m'avait maltraité, moi, quand même. Et je me suis dit, mais attends, toi, tu voulais être libre, mais la seule liberté qu'on t'a offerte, là, dans ces boulots que t'as fait, là, c'était la liberté d'obéir, c'est tout. Et puis, la bourgeoisie affairiste, les boutiquiers, ils étaient en train de me voler ma vie, de me voler ma jeunesse, de me voler ma vitalité. Et c'est là que j'ai décidé, en fait, d'en faire mes ennemis de caste. Je me suis dit, ces gens-là, en fait, il faut que je les combatte. Et donc, je vais faire comme le levain, là, dans la pâte. Je vais commencer à me faire un levain révolutionnaire. Et je vais commencer à me rapprocher et à écouter des gens, les indociles, ceux qui n'acceptent pas l'inacceptable. Alors, je vais regarder beaucoup de films, Robert Enrico, José Giovanni, Sauté, et je vais lire l'Abbé Pierre aussi. Et bref, je vais commencer, ma culture révolutionnaire va commencer, va commencer à s'élever. Comme le levain, là, il va élever la pâte. Mais je vais surtout, c'est une drogue, parce que ça, en fait, quand vous entendez quelqu'un d'intelligent qui vous dit, c'est ça que je pensais, mais j'arrivais pas à le mettre, et plus ça va, plus je vais devenir un athlète de la rébellion. Alors ça, par contre, quand je vais trouver d'autres boulots, je vais plus rien supporter, en fait. À la première remarque, ça va être le conflit, et... retour à la case départ, Pôle emploi et tout ça. Alors Pôle emploi, eux, on avait droit quand même à un petit carnet de bord, hein, comme si vous étiez sur un bateau, et il fallait dire, j'ai téléphoné à tant de patrons qui m'ont dit 2 fois non, mais quand même, comme je suis un bon chômeur qui veut bien retourner au boulot, eh ben je les ai rappelés, mais ils m'ont encore dit non, mais non, c'était moins méchant. Puis la 3e fois, ils m'ont dit, va te faire foutre. Et donc, je continue. Et tous les mois, presque tous les mois, vous avez un rendez-vous. Alors moi, j'avais trouvé le truc hein, pour que ça abrège le rendez-vous. En fait, j'avais mal aux dents. Je faisais, oh, vous avez votre carnet de bord, oui, vous avez téléphoné, on n'a pas envie de téléphoner, mais ça répond pas, il me répond. Et donc, il me foutait un peu la paix, quoi. Jusqu'au jour où, entre-temps, j'étais moniteur auto-école. Et là, un jour, il y a mon conseiller personnel qui me convoque. Et là, le mec, je sais pas, il avait dû avoir un truc dans la nuit, je sais pas, il a dit, oh, j'arrive, il fait, je l'ai trouvé. Où donc? Eh ben, je l'ai trouvé, votre place, monsieur Boucher. Ah oui, je l'ai trouvé. Vous allez aller travailler pour remplacer une femme qui va enfanter bientôt, et à Chalon-sur-Saône, 154 km. Alors, en 2005, un moniteur auto-école à Nevers, pour 35 heures de travail, était payé 934 €. Avec... samedi, vous travaillez le samedi, vous êtes le jeudi. Alors le jeudi, c'est bien parce que tous vos copains sont pas là, donc vous avez une vie sociale impeccable. Donc là, il me proposait, le mec, d'aller... Et pour lui, c'était la trouvaille du siècle. Hein. Il me proposait d'aller à 150 km pour gagner 760 €. Et lui, ça lui paraissait normal. Il n'a pas compris que je refuse. Il dit, je peux pas entendre ce genre de discussion. Je dis, moi, prenez ma place, je vais prendre la vôtre. Enfin bref, voilà. Et puis, je vais vous dire, moi, je peux pas entendre, vous allez laisser votre baraque, et puis je peux pas entendre. Voilà. Donc, retour à la case départ. Mais là, par contre, à la case départ, il arrive qu'au bout d'un moment, ça s'arrête. On arrive au terme des allocations. Et là, de nouveau, le chantage à la vie matérielle, la morsure du capitalisme arrive, parce qu'il faut. Alors nous, on a trouvé une solution avec des copains. On fait ce qu'on savait faire, parce qu'on est des ruraux. On va faire du bois. Parce que chez nous, il y a plein de gens qui se chauffent au bois. Et donc, on fait du bois, on achète des coupes comme ça, et puis on revend le bois. On travaille au noir. Donc, alors là, par contre, vous prenez tous les risques, parce qu'en fait, il faut pas se couper. Hein. Le bois, c'est dangereux. Hein. Les vieux disaient, qui va au bois va à la guerre.
Et puis nous, on n'avait pas des tronçonneuses d'enfants de cœur, quoi. Parce que les tronçonneuses que vous achetez dans les bricomarchés, tout ça, c'est des tronçonneuses d'enfants de cœur. Ça, c'est bien pour scier du bois en chevalet. Mais pour aller dans le bois, quand vous abattez des arbres, il faut une tronçonneuse qui coupe vite. Parce que si l'arbre tombe moins vite que vous ne le coupez, il vous pète à la gueule. Donc nous, on avait des machines quand même assez professionnelles et qui tournent vite et qui coupent, quoi. Donc qui sont dangereuses. En plus, on faisait péter les sécurités. Mais tout ça, c'est bien joli. Mais le problème, c'est que quand votre bois il est coupé pour aller le vendre à des gens qui vous en prennent 10 stères, 15 stères, 12 stères, 1 stère, c'est 1 mètre sur 1 mètre. Hein. Eh ben, il faut le débarder. Et il est hors de question de demander à un paysan, parce que le paysan, il va vous le débarder, lui. Hein. Mais pour une journée de travail, vous allez lui en rendre 5. Hein. Donc, on achetait des tracteurs. Et j'avais un copain qui bricolait bien. Et un jour, on a acheté un tracteur, un FF30, Massey Ferguson, parce qu'ils sont super agiles. Mais il y avait un arbre qui poussait dans le... Quand on avait été le voir, il y avait un arbre qui poussait dans le volant. On l'a acheté quand même, on l'a acheté 800 balles à l'époque, on l'a retapé et on débardait du bois. Le problème, c'est que c'était super dangereux parce que ces tracteurs sont extrêmement légers et ils poussent en fait. Et quand vous avez des remorques assez puissantes, assez lourdes, assez bien chargées, le bois vert c'est lourd, votre tracteur il peut se mettre en portefeuille. Donc il fallait le museler pour pas qu'il se lève déjà dans les côtes. Après on n'avait plus de direction, donc on découplait les freins. C'était... Voilà. Donc c'était à la one again, quoi. Mais enfin, on y arrivait, hein, on débardait, et puis les fonds s'énervaient un peu, mais tout ça c'était dangereux, quoi. Mais bon, c'était illégal. Hein. Ben oui, c'était illégal. Ouais, c'est vrai, c'est illégal. Mais par contre, le mec qui te propose d'aller bosser à 150 bornes de chez toi, hein, pour 760 € ou 800, je sais plus, je me rappelle plus, ça c'est légal. Mais est-ce que c'est légitime? Mais moi, j'ai fait un parallèle comme ça dans d'autres mesures. C'est que mon grand-père, lui, il avait été prisonnier en Allemagne. 3 ans. Et comme il était dans une usine, il y avait un contremaître, un capot allemand, qui l'avait poussé comme ça contre un outil, je ne sais plus ce que c'était, ça lui avait percé le poumon. Et comme il était copain avec l'aumônier, il s'est évadé en prenant la place d'un mort, en fait. Ça se faisait beaucoup à l'époque. Et quand il est rentré, il pouvait plus bosser parce qu'il y avait de l'eau dans le poumon et il était vachement essoufflé le temps que ça se résorbe. Donc lui, il braconnait par contre. Il braconnait, il prenait des lapins, c'était interdit de chasser à l'époque, c'était sous l'occupation, et il vendait ça aux restaurateurs du coin. Ben, c'était illégal aussi. Mais c'était légitime. Bon, j'avais pas les mêmes risques, évidemment, que lui, quoi. Mais quand même, l'accident qui aurait pu m'arriver au bois, ça aurait pu complètement changer ma vie, quoi. Parce que c'est vrai, un accident, ça peut changer la vie. Hein. Un accident. Et l'accident, en fait, d'une personne proche, ça peut beaucoup travailler votre imaginaire. Et moi, c'est un accident, c'est à l'origine de ma révolte et de ma haine contre le système de la classe dominante et le capitalisme. Mais pour que je vous raconte ça, il faut que je remonte, dans les années 76-77, quoi. Je suis toujours chez mes grands-parents et on a des lapins. On a 60 lapins, à peu près. Mon grand-père a 60 lapins. Et un lapin, 25 lapins, ça mange comme une vache. Donc il faut à peu près beaucoup de luzerne pour les nourrir, quoi. Et donc là, mon grand-père a des carrés de luzerne énormes et il les fauche au dard, c'est-à-dire avec une faux. C'est un outil rustique, basique. Et donc le dard, aujourd'hui, je ne sais pas s'il y en a qui savent se servir d'une faux, mais pour la plupart d'entre vous, si je vous la donne, vous allez vous faire mal. Vous allez vous crisper et ça va être super dur, quoi. Parce que vous n'avez pas la technique. Mais mon grand-père, lui, il avait. Et lui, il faisait danser la faux. Là, on a le geste maîtrisé du type qui vraiment a la technique et qui suit son travail de A à Z. C'est comme le type qui fait du pelletage, vous savez. Le pelletage, c'est très dur, mais ils arrivent à un degré de technicité
qui leur permettent en fait d'alléger leur mouvement et d'être très efficaces. Mon grand-père, c'était pareil. À ce jeu-là, moi, je le suivais pas. J'avais un dard aussi, je le suivais pas. Il avait 74 ans, j'en avais 23, j'arrivais pas à le suivre. Et c'est ça la maîtrise en fait du travail. Parce que eux, vous savez comment ils apprenaient à faire ça. Hein. Quand ils étaient loués dans les domaines, en fait, eh ben, ils mettaient un bon faucheur devant, un qui savait pas trop au milieu, et puis un bon derrière. Et celui de devant tirait, celui de derrière fauchait les sabots, donc l'autre était obligé. Et donc c'était par cette accumulation d'expérience qu'il était arrivé à ce degré de technicité, quoi. Et donc moi, je m'approche de mon grand-père, et je vois qu'il avait, moi j'avais une peau lisse, et lui, je vois qu'il avait une peau greffée de partout, un peu comme ça. Et donc, je dis, ben, je comprends pas, mais j'ai compris plus tard, en fait. Mon grand-père, lui, il était journalier. C'est-à-dire qu'en fait, quand les paysans avaient besoin d'eux, ben, il les employait. Donc l'hiver, c'était pour faire du bois, et ils étaient payés à la tâche. C'est-à-dire qu'ils étaient payés au nombre de stères qu'ils faisaient dans la journée. Un bon ouvrier, avec une scie et une cognée, faisait 5 stères de bois par jour, en gros 4 à 5 stères. Après, au printemps, ils étaient carrément en train de dépecer des betteraves, c'est-à-dire il y avait des betteraves comme ça, et il faut en enlever une sur deux pour pouvoir que l'autre grossisse. Donc avec une petite pioche toute la journée, ils faisaient ça. Et donc là, ils étaient payés à l'hectare. Et puis il y avait le battage. Donc le battage, c'était plus tard dans la saison, c'était au mois d'août. Donc aujourd'hui, on fête les battages. Alors le battage, c'était des journées qui commençaient à 4 heures du matin, parce que vous aviez une machine à vapeur qu'il fallait chauffer pendant 1 heure, qui faisait de l'énergie, donc, et qui entraînait avec une grande courroie une batteuse où les gerbes de blé arrivaient, elles étaient détachées, le blé était séparé, la balle aussi, le blé tombait dans un sac, un type prenait le sac, il faisait 80 kilos, le sac, et il montait dans le grenier, quoi, en fait. Et il versait le blé, il retournait en chercher un. Ça, c'était pendant, jusqu'au coucher du soleil. Alors après, ils ont changé. Ils ont mis un Vierzon, c'est-à-dire un tracteur qui était fabriqué à Vierzon. Et ce tracteur-là, il était diesel, mais au départ, il marchait quand même à l'essence. Il fallait l'alimenter à l'essence. Et pour ça, il fallait chauffer le bloc moteur avec une lampe, en fait. Donc c'était une lampe, vous le chauffiez avec un espèce de chalumeau. Et quand le fioul arrivait, il prenait de la chaleur avec le bloc moteur et ça démarrait. Sauf que le patron, lui, il n'avait pas changé la lampe, elle était crasseuse. Et quand mon grand-père a chauffé la lampe, le tracteur a explosé. Et donc, un dragon lui a soufflé du feu. Et il se rappelait qu'il avait une mare d'eau. Quand il a été envahi par les flammes, il a couru vers la mare d'eau. Manque de chance, il est tombé, parce que ça étouffe, en fait. Et les copains qui étaient là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris les sacs de toile de jute des sacs, et ils ont tapé dessus pour éteindre les flammes, et ils ont arraché toute la peau. Brûlé au 3e degré, arraché toute la peau. Et là, le patron s'écrie, oh, c'est qu'un bonhomme, hein. Un bonhomme, ça change, hein. On dit à ma grand-mère, il a 3 jours. Si au bout de 3 jours, il vit, ça va peut-être aller, sinon il va mourir tout de suite. Le patron, entre-temps, lui, change la lampe. Parce que quand l'expert est passé, il n'y avait pas d'assurance, il n'y avait rien. Et donc ma grand-mère s'est retrouvée avec 5 enfants, sans rien. Et mon grand-père, il a fait 9 mois d'hôpital. Donc il fallait qu'il boive 6 litres d'eau avec une paille, enfin une espèce de truc humide. Et puis il était corseté comme ça, ils avaient pris de la peau sur les cuisses qu'ils avaient grévé ici. Et les asticots nettoyaient ses plaies. C'était une technique, il paraît. Alors il était un petit peu mangé par les asticots, en fait. Quand ses copains venaient, ils tombaient dans les pommes. Voilà. Et là, c'est quand même incroyable de frauder les accidents du travail comme ça, et ça se fait toujours maintenant. Hein. Mais il y a un système qui est vachement intéressant et qui a été issu de la lutte ouvrière, c'est la sécurité sociale. Parce que la sécurité sociale, elle a été faite par un homme qui, pour ses obsèques, je crois, il y avait plus d'1 million de personnes qui suivaient. Cet homme, c'est Ambroise Croizat. C'est un ministre communiste. Alors on nous dit, ouais, bon, la sécurité sociale, c'est l'alliance des gaullistes et des communistes, et puis les patrons avaient collaboré plus ou moins, donc tiens, gadon. Non, non. En 45, il y avait tout là, hein, tout était là. Hein. Il y avait mais par contre, c'était des caisses patronales, c'était des caisses confessionnelles. Il y avait plus de 1000 caisses, je crois. Et puis, il y avait les taux de cotisation étaient de 12%. Et c'était surtout géré par les patrons.
Et ce qu'Ambroise Croizat va faire, en fait, c'est un truc révolutionnaire. C'est vraiment magique, ça. C'est vraiment un résultat de la lutte ouvrière. C'est qu'en fait, il est passé d'une institution patronale à une institution de classe. C'est-à-dire gérée par les salariés eux-mêmes. Jusqu'en 67. Jusqu'en 67, où il y a le parrain, enfin, où on commence à déglinguer ce produit-là. Et puis on finit en 93 avec Juppé et puis la CADES. Ce qui fait que la sécurité sociale aujourd'hui, qu'on a aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir avec celle de 46, quoi. Mais grâce à ces gens qui y ont cru et qui avaient quand même, et qui se sont battus pour ça, on a pu, en France, faire un mode de soins communiste que le monde entier, la planète entière nous enviait. J'ai pas failli la faire, la conférence gesticulée, là. Parce que 2 semaines avant, j'ai trouvé ma tante, 72 ans, qui a fait un AVC chez elle. Elle habite juste à côté de chez moi. Donc j'ai appelé le SAMU. Elle s'est retrouvée aux urgences à Nevers. Elle est restée 4 jours sur un brancard, ils étaient 40 allongés comme ça. Ça, c'est le résultat de la sécurité sociale capitaliste. C'est le résultat en fait, on a détruit le système de santé pour y amener de la rentabilité du système capitaliste. Et ma tante, elle a passé 3 jours avec un verre d'eau, comme vous savez, comme en 14, quoi, avec les brancards, comme les postes, quoi. Enfin, ça fait réfléchir quand même. Alors, le pain. Ah ben, le pain. Alors, le pain, là, ben, vous voyez, en fait, on arrive à... Le levain, il a bien fait son travail. Il a bien infesté de bactéries, et donc il nous a fait lever le pain. Et le pain, là, il est prêt, en fait, il est prêt à faire le boulage. C'est-à-dire, c'est encore une autre étape. Avant de le mettre au four, vous allez sortir votre pâte, vous allez la mettre sur une surface plane, vous allez taper un petit peu dessus pour enlever le gaz carbonique, et vous allez le former en boule, comme ça. C'est-à-dire, vous allez tirer, hop, et vous allez faire une belle boule que vous allez rouler dans vos mains. Et là, cette boule, il y a du gaz carbonique, il y a de l'oxygène qui est dedans, et là, il y a de la tension qui se passe. Et si vous ne faites rien, quand vous allez mettre votre boule dans le feu, enfin au four à 240 degrés, vous allez chauffer votre four à 250 degrés, et ben elle va exploser, parce que la tension, elle va pas être régulée. Donc avant, il va falloir la scarifier. C'est-à-dire, vous allez prendre une lame de rasoir, et vous allez ouvrir votre boule. Et là, l'excédent de violence à l'intérieur, ben, va s'échapper, et votre pain va pouvoir cuire d'une manière normale sans être totalement explosé. Non, je vous dis ça parce que, en fait, moi, je vais vous avouer quelque chose. C'est que, devant la violence inouïe du capitalisme et avec tout ce qu'elle nous impose, je suis assez fatigué d'entendre qu'on va lui opposer de la non-violence et on va changer les choses avec des choupa-choups. Moi, j'y crois pas. Je pense qu'il va falloir amener une certaine brutalité à ce système quand même qui nous fait beaucoup de mal. Et je parle d'une violence révolutionnaire là. Et la violence révolutionnaire, elle doit être régulée parce que sinon on va tomber dans la cruauté et on risque de faire la guerre civile. Et donc tout l'intérêt est de réguler cette violence comme on a régulé la violence du pain pour la mettre au four. Mais je pense pas que devant un système qui foule aux pieds tous les degrés de l'humanité, on va pouvoir pendant des années y amener de la non-violence, quoi. Je crois pas. Alors le mieux là-dedans, ben, quand vous avez fait ça, c'est que vous allez encore laisser 3/4 d'heure, et ça s'appelle le pointage final, avant de mettre au four. Vous chauffez votre four, pendant que votre four va chauffer, votre pain va finir son troisième pointage. Si j'en reviens à mon grand-père, c'est parce qu'en fait, finalement, ce qui va se passer, c'est que le père du patron, quand mon grand-père va être rétabli, parce qu'il va se rétablir, va quand même venir le voir et va lui dire « Écoute, ce que je te propose, c'est j'ai une ferme là que je me sers pas, il y a personne dedans, je vais te mettre dedans. Et puis comme ça, tu travailleras pour toi. » Mais mon grand-père lui dit « Mais moi, j'ai pas d'argent, je suis journalier. Tout ce que vous me donnez, ça mérite même pas de... J'ai juste de quoi manger, quoi. Comment vous voulez que je vous donne les capitaux ?» Et il dit « Mais c'est pas grave. » Il dit « Ce que tu vas faire, quand j'aurai besoin de toi pour les gros travaux, bah, tu vas venir travailler gratuitement pour moi. » Donc le type manque de tuer mon grand-père et lui propose encore de l'exploiter un peu plus, quoi.
Mais là, encore une fois, on est dans le capitalisme, le cœur du capitalisme, c'est-à-dire le travail à la tâche, le droit commercial du 19e siècle. C'est-à-dire, en fait, le capitalisme, c'est le donneur d'ordre. C'est-à-dire qu'il fournit la matière première et il rémunère au façonnage. Et ça, moi, je l'ai vu. Parce qu'on avait un marchand de fringues à Saint-Benin qui apportait des mouchoirs aux femmes. Et les mouchoirs ils étaient bruts, en fait, et elles devaient coudre des rabats. Et elles étaient payées au nombre de mouchoirs. Ma mère ne le faisait pas, évidemment, mais voilà. Et ça, c'est vraiment le cœur du capitalisme, c'est-à-dire de payer la personne après qu'elle ait posé un acte de subordination et qu'elle ait un résultat. Le droit commercial. Et en avril 1910, la SFIO, qui va devenir l'EPC, va lutter contre ça. Et donc, ils vont instituer le salariat. Et ça, encore une fois, c'est une grande conquête. Parce que le salariat, ça permet d'établir et de dire qu'entre le donneur d'ordre qui possède la propriété lucrative et l'outil de fabrication et celui qui n'a que sa force de travailler, c'est pas une relation égale, c'est un lien de subordination. Et donc ce lien de subordination, il doit être reconnu. Et c'est ce qui va nous permettre, ce qui va permettre à la classe ouvrière d'avoir des garanties, c'est-à-dire une durée de travail limitée, des congés payés, etc., etc. C'est-à-dire qu'on oblige le capitaliste à sortir de son statut de donneur d'ordre pour devenir un employeur. Et ça, c'est une grande conquête d'avril 1910. Parce qu'aujourd'hui, tiens, je vais faire plaisir à une amie qui me dit souvent que je suis passéiste, parce que ce que veut la bourgeoisie aujourd'hui, c'est de nous ramener au droit commercial. Le statut d'auto-entrepreneur. C'est génial pour eux. Le statut auto-entrepreneur, c'est le retour au droit commercial. Vous êtes payé à la tâche, avec aucune garantie autour. Donc vous êtes balancé dans un milieu économique d'une férocité terrible, avec aucune garantie. Vous allez au casse-pipe en slip, et puis voilà. Uber Eats, vous êtes devant votre match de foot, vous allez voir si Zidane marque un but, pourquoi ils sortent pas du bus, je comprends pas, les mecs qui sont payés. Et chérie, maintenant j'ai pas le temps de faire une pizza, on va appeler Uber Eats. Allô Uber Eats, tu nous amènes 2 pizzas, parce qu'il faut pas qu'on loupe un truc. Et t'as un mec qui pédale, et que le RN veut plus, et il t'amène ta pizza. Et il est payé au nombre de pizzas. C'est le retour au droit commercial. Tout ça pour dire qu'en fait, finalement, moi, je sais pas, j'ai l'impression que aucune institution aujourd'hui, qu'elle soit politique ou syndicale, ne tire le bilan de 35 ans de défaite, en fait, ou plus même, 40 ans de défaite. À part dire, putain, ils sont balèzes en face. Bah ouais, mais bon, ok, qu'est-ce qu'on fait? On va se pendre, je sais pas. Moi, j'ai l'impression, je sais pas si vous allez être d'accord avec moi, qu'il faudrait revenir quand même à la lutte des classes, quoi. Parce qu'il y a une classe de dominants là, qui nous a déclaré la guerre, quand même. Et moi, j'ai bien peur qu'ils sont en train de la gagner, en fait. Et donc, je pense qu'il serait peut-être bon de se rappeler des luttes passées et que nos ancêtres ont menées. Ils ont saigné sur le pavé pour que nous récoltions les fruits que nous aimons manger aujourd'hui et qui nous apportent la douceur sociale. Mais toute leur lutte, tous les combats qu'ils ont menés, c'est une question que je me pose, et je ne sais pas, mais est-ce qu'on est sûr d'en avoir été digne? Est-ce qu'on est sûr de les avoir bien honorés? Est-ce qu'on est sûr d'avoir vraiment voulu être des citoyens émancipés, libres, attentifs? Est-ce qu'on n'a pas plutôt choisi la voie du consumérisme? Nos petits portables, nos petits voyages? Je sais pas. J'en sais rien, je vais pas donner de leçons, c'est pas le genre. Mais voilà, quoi, je sais pas. Puis alors moi, il y a quelque chose qui m'énerve, qui m'énerve pas, mais disons qui me fatigue un peu, c'est que on nous dit, bah oui, mais il faudrait quand même une bonne collaboration avec les élites. Il faudrait qu'on collabore avec les élites. Ben non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord pour collaborer avec les élites, parce que d'abord, les élites et le peuple, on n'a pas du tout les mêmes intérêts. Et puis, les élites, c'est pas des élites, c'est une classe sociale dominante. Alors donc, notre combat, ça serait de vouloir chercher des élites qui auraient le sens de l'intérêt commun. Mais la classe sociale dominante, elle n'a pas le sens de l'intérêt commun, elle a le sens de l'intérêt de sa classe, donc de valoriser son capital. Et moi,
devant ça, ben je veux pas développer une bonne capacité de dialogue, parce que je pense qu'on peut pas dialoguer dans une société de classe. Mais c'est un bon rapport de force que je veux instaurer. Enfin, que j'aimerais instaurer. Enfin, il faudrait peut-être que l'on instaure. Un bon rapport de force qui permet pas d'avoir une bonne qualité de dialogue, mais qui permet, comment je dirais, d'imposer de vue ses intérêts pour les obtenir par la force. Et enfin, je pense, je sais pas, mais il faut qu'on arrête de croire qu'ils vont s'arrêter de nous faire du mal pour nous, d'eux-mêmes, quoi. Je crois qu'il faut qu'on arrête de dire, ils vont prendre d'eux-mêmes des bonnes dispositions pour le climat. Non, je pense qu'il faut, je sais pas, je pense qu'il faut leur retirer leur levier, qu'ils font leur privilège. Et de ça de toutes les manières. Enfin, moi, j'aime bien quand même me rappeler des grandes luttes qu'il y a eu il y a quelques années, les gilets jaunes et les gilets jaunes et puis les retraites quand même. Bon, d'accord, ça n'a pas abouti. Mais enfin, rappelons-nous d'une masse de corps quand même assemblés pour se mettre en face et déterminés devant des décisions que la bourgeoisie nous imposait à tout crin, quoi. C'est ça qu'il faut qu'on développe, c'est ça, c'est notre sentiment de puissance. Je pense qu'il faudrait peut-être qu'on arrête de se mettre en position de victime et développer la puissance de notre collectif pour faire face à cette bourgeoisie. Parce que la bourgeoisie, c'est une classe qui se sent très légitime. Et nous, en face, on a nos petits complexes d'impuissance. Non, on n'est pas assez unis, on n'est pas... Mais elles se sent très légitimes. Et peut-être qu'il faut qu'on développe plus le culte de la victoire. Parce que nos aînés, ils ont développé le culte de la victoire. Ils n'ont pas dit au patron, s'il vous plaît, messieurs les patrons, j'ai cotisé, j'ai droit, je voudrais peut-être une augmentation. Non. Ils ont dit, nous sommes les producteurs, tu vas nous respecter en tant que producteurs et on va te montrer qui on est. On va exiger. On va pas dialoguer. Robespierre disait une chose très importante, enfin qui m'a beaucoup marqué, le peuple est enchaîné quand il dort. Le peuple est méprisé quand il ne sait plus se faire craindre. Et le peuple est vaincu quand il pardonne à ses ennemis avant de les avoir totalement domptés. N'avons-nous peut-être pas trop pardonné à nos ennemis? Je sais pas. C'est une question que je laisse en suspens. Mais je crois par contre que quand même on devrait avoir plus foi en l'impossible. Je veux dire, il faut qu'on rêve à d'autres utopies, à un autre système. L'utopie, c'est pas un voyage, hein, c'est pas une destination. Enfin si, c'est un voyage, c'est pas une destination, quoi. Et puis l'égalité, la vraie, elle a celui qui sait la prendre. Et voilà. Et voilà. Hein? Et puis moi, je suis bien embêté. Bah oui, parce que je devais venir avec une amie. Une amie qui m'accompagne depuis longtemps. Mais cette amie, elle est un peu sauvage, en fait. Et alors elle m'a dit, oh ouais, mais Eric, tu me connais, mais je la connais. Puis elle me suit depuis longtemps. Bon, je la connais bien, c'est vrai. Bah, elle est timide, quoi. Mais elle a un joli prénom. Elle s'appelle Révolution. Et puis elle a un joli nom aussi. Ah, j'aimerais quand même vous parler d'elle parce que son nom, prénom Révolution, et puis son nom c'est Permanente. Alors, ouais, j'aimerais bien quand même vous parler un peu d'elle. Je sais qu'elle aime pas trop ça, mais bon. Mais je vais être obligé de m'excuser, j'ai la voix un petit peu raillée. Hein. Je vous laisse, sans la nommer, vous parler d'elle, comme d'une bien-aimée, d'une infidèle. Une fille bien vivante, qui se réveille à des lendemains, qui chante. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je voudrais, sans la nommer, lui rendre hommage. Jolie fleur du mois de mai aux fruits sauvages, une plante bien plantée sur ses deux jambes, et qui traîne en liberté où bon lui semble. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffle et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout.
Merci.